Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour Uppy. Uppy, c'est le magazine des startups et la nouvelle économie, tous les 15 jours sur Watch TV, entre 18h et 19h le mardi. C'est en direct pour la première diffusion. Et ensuite, on le retrouve évidemment sur tous les endroits où on peut retrouver de la vidéo. Watch.tv, évidemment, avant tout, mais aussi YouTube, mais aussi Dailymotion, mais aussi les podcasts. Bref, toutes les façons de le consommer éventuellement, d'autres façons, d'autres fois, à d'autres moments. On a plein de choses à vous raconter dans cette émission qui sera, comme d'habitude, réalisé de main de maître par Benjamin Vincent, qui va avoir un pari absolument incroyable aujourd'hui. Ça va être de réaliser cette émission et de nous rejoindre également pendant l'émission, avec j'en perds mon oreillette, pour pouvoir nous parler de ce qu'a raconté Fleur Pellerin lors de ses vœux. C'était il y a quelques jours. Fleur Pellerin qui se répand beaucoup en discours à droite à gauche, et on va avoir l'occasion de parler un tout petit peu de ça, et puis de parler également, de voir des images de ce qui s'est passé lors de ses vœux. Et de voir un petit peu quels sont les derniers projets de Fleur Pellerin. Est-ce qu'elle emprunte par hasard quelques idées à d'autres personnes? Ça sera une des questions qu'on pourra tout à l'heure se poser. Ce sera juste après qu'on ait rejoint le morceau de barbe que vous voyez sur le fond de l'écran, qui se trouve entièrement à Palo Alto. C'est Ilan Abeacera. Salut Ilan. Salut, je ne suis pas qu'une barbe. Non, il n'est pas qu'une barbe, il est aussi un grand spécialiste qui va nous proposer toute sa sélection de trucs qui sont vraiment des morceaux de buzz en ce moment dans la Silicon Valley. Il y a vraiment des trucs intéressants là, que vous allez découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Et puis on rappelle évidemment que tu es dans les locaux de Jive. C'est le matin du côté de la Silicon Valley. Jive où tu œuvres depuis un an maintenant peut-être, un truc comme ça. Un peu plus, ouais, 15 mois. 15 mois après avoir été à New York pendant longtemps. On parlera également de monéchelle.fr précisément, avec Philippe de Chanville et Christian Resson. Ils apparaissent dans l'écran. À l'envers de ce que je viens de vous dire, c'est Christian et Philippe dans le sens de lecture, de droite à gauche. Vous êtes les deux fondateurs, bonjour à vous, de Monéchelle. Alors là, je dois dire que pour le décor, vous avez fait un effort tout particulier, je vous en remercie. C'est quand même assez sympa. Monéchelle, qui est un site de produits de bricolage et de jardinage. Et vous avez une actualité qui est forte, puisqu'on l'ignorait d'ailleurs au moment où on a fixé ensemble, en tout cas moi je l'ignorais, ce rendez-vous sur Watch TV en direct. Vous venez juste d'annoncer une levée de fonds en fait, de 100 000 euros, c'est ça hein? Allô, allô? Oui, absolument. On vient de lever 150 000 euros. 150 000, je suis perdu dans les chiffres. 150 000, 1 million. Vous allez lever donc 50 millions d'euros la semaine dernière. Non, 150 000. On va pouvoir parler de ça. Vous êtes une place de marché en fait et vous avez lancé quelque chose. Vous ne manquez pas d'humour tous les deux. Vous avez fait une petite vidéo assez rigolote également qu'on aura l'occasion de regarder. Et puis Zooteez. Zooteez est un annuaire géolocalisé, c'est un guide d'achat local, c'est le Graal du commerce local mélangé avec le web et le mobile que vous essayez de placer tout simplement, Laurent Faber, de placer et de faire vivre puisqu'il existe déjà depuis un petit moment. C'est à peu près ça Zooteez. Bonjour. Bonjour Watch. Oui, effectivement, c'est à la fois la difficulté a été en fait de créer un service qui conjuguait les fonctions annuaires, guide d'achat local, et tout ça chapeauté par un réseau social pour pouvoir permettre en fait aux consommateurs de trouver les produits avant de se déplacer dans les magasins. Ouais. C'est du solo-mot pur jus en fait. Hein. Si le mot existe toujours dans le langage un petit peu branchouille du web, c'est le solo-mot que vous essayez de répandre avec Zooteez. On aura l'occasion également d'en parler. On va se faire une petite virgule parce qu'on n'est pas avare d'effets hollywoodiens dans cette émission et juste après on retrouve le joli barbu de service. Et c'est donc Ilan Abeacera. Pour pas mal d'informations, on va commencer par parler de Facebook, Ilan. Alors d'abord, Première question sur Facebook. Il y a cette fameuse enquête, je ne sais pas si elle a fait parler d'elle également aux États-Unis, d'un chercheur ou de deux chercheurs qui disent que Facebook va connaître une érosion absolument colossale de son nombre d'utilisateurs cette année. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce qu'on pense de ça de façon générale dans la Silicon Valley? Non, c'est un débat qui dure depuis déjà plusieurs années. Là, effectivement, on en parle tout le temps. Tout le monde attend la fin de Facebook. C'est pas près d'arriver, hein. De la même façon que Google, quand ils avaient l'âge de Facebook, avait des nouveaux concurrents qui arrivaient régulièrement et qui étaient très bien financés aussi. Et tout le monde cherchait un peu celui qui allait remplacer Google. C'est jamais arrivé, c'est pas près d'arriver. Et puis plus ils sont puissants, plus il se crée évidemment des barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents. Donc c'était marrant. Je crois que c'était une étude de chercheurs de Princeton, qui est quand même très grosse université américaine,
Facebook a répondu aussi de façon assez humoristique. Mais la raison pour laquelle pour moi c'est pas près d'arriver, c'est que Facebook a les moyens de racheter tous ceux qui lui font de l'ombre, ou en tout cas presque. Ils ont racheté Instagram, et la raison principale pour laquelle ils ont racheté Instagram, c'est justement parce que c'était un des concurrents les plus sérieux. Snapchat, ils ont essayé, ils ont essayé. c'est pas fait, mais c'est le raté de l'année quand même, ce coup-là. C'est le raté de l'année. Mais bon, écoute, l'histoire est pas terminée à mon avis. Donc, ils viennent de sortir Paper, qui est une application en fait qui, comme son nom l'indique, est un journal d'information, qui est plutôt bien fait d'ailleurs en ligne, et ça inaugure. Il y a beaucoup d'articles là-dessus d'ailleurs sur les blogs et les sites américains. Une nouvelle dynamique en fait de standalone apps pour Facebook. Ça veut dire quoi concrètement? Comment on peut traduire cette notion de standalone apps? Écoute, standalone apps, c'est juste que Facebook en fait commence à lancer des applis séparées de leur appli principale. Ouais. Voilà, donc Facebook. En l'occurrence, elles sont toutes connectées à Facebook, évidemment. Ils se servent de leur masse d'utilisateurs incroyable pour promouvoir d'autres applications, d'autres usages, et pour garder les gens encore plus dans l'écosystème de Facebook. Alors, ils ont fait ça avec Poke, ça n'a pas marché. Ça, clairement, c'était justement une attaque à Snapchat. Ça n'a pas du tout marché, ils l'ont fermé, elle n'existe plus. Ils ont fait ça récemment avec Messenger, qui est une app à part et qui est aussi une façon de contrer Snapchat, mais un peu plus dirigée à WhatsApp, pour le coup, donc une appli de chat. Et ce qui a été intéressant, parce que j'ai parlé justement au product manager de Messenger il n'y a pas si longtemps, et il me disait que c'était son idée d'avoir un lien dans l'appli Facebook qui te dirige à l'extérieur de l'appli Facebook pour tes messages, et donc pour Messenger. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec Paper, pour moi, c'est un peu plus qu'un journal. C'est juste une nouvelle expérience pour Facebook, parce que tu peux naviguer les photos sur ton feed. En fait, tu as toutes les mêmes fonctionnalités que l'app Facebook. C'est juste une façon différente de... On va regarder, on a des images d'ailleurs de Paper. C'est vrai que c'est joli, hein, c'est bien fait. La navigation est assez intéressante. Donc, bon... Là, il y a juste un petit problème avec Paper, d'ailleurs, c'est qu'il y avait déjà une application qui s'appelait Paper, et que les auteurs de cette application sont en train de dire à Facebook, on leur souhaite bon courage, retirez-moi tout de suite ce nom-là, parce que vous êtes en train de nous manger tout simplement le marché, parce que nous, on est là, on existe avec Paper depuis un petit moment. Tu penses vraiment qu'ils ont une chance de s'en sortir? Non, déjà, non. C'est-à-dire que Facebook comme ça, c'est déjà, clair, ouais. Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que Paper n'avait pas de marque déposée sur Paper. La marque déposée était Paper by 53, qui est le nom de la société derrière. Et d'ailleurs, je le précise, c'est une des applis les plus populaires sur iPad. Regardez comme c'est joli. Une appli fantastique. Paper de 53. Et non, Facebook ce matin a dit qu'ils ne changeront pas de nom. Donc voilà, l'histoire terminée. Voilà, la question, c'est pourquoi... Ça leur a donné un gros coup de pub. Pourquoi Facebook ne rachète pas Flipboard directement plutôt que de faire ça? Ils ont dû essayer. Ouais, et ça n'a pas marché. Donc ils se sont dit, on va faire du Flipboard bis, et ça peut fonctionner cette fois-ci. Écoute, c'est un peu différent de Flipboard. Enfin, Flipboard, c'est un vrai journal qui mixe un peu toutes les sources d'infos, alors que Paper, c'est juste connecté à Facebook. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Donc, c'est un petit peu différent. Et pourquoi ils n'ont pas racheté Flipboard? À mon avis, Flipboard n'est pas à vendre. Oui, j'ai l'impression. Ça marche plutôt bien, Flipboard. Oui, plutôt pas mal faite. On va parler de Flag. Flag, c'est ton app de la semaine. Alors, c'est vrai que ça, tu l'as trouvé sur Kickstarter, enfin j'imagine, parce que c'est là que je l'ai trouvé moi aussi. Il y a d'ailleurs une petite vidéo de Flag. Écoute, elle est en anglais, la vidéo, mais les gars ont tellement d'humour que je trouve que ça vaut le coup d'écouter un tout petit peu ce qu'ils racontent. Ah pardon, alors j'avais plus mon micro là. Et je disais que tu avais un petit reflet vert, je sais pas ce que c'est, ça va être le fameux rayon vert de Silicon Valley. C'est Palo Alto, ouais. C'est Palo Alto qui chatouille le nez. Tenez, voilà, les deux créateurs de Flag se sont amusés à faire une petite vidéo, comme on le fait souvent et pratiquement toujours d'ailleurs sur Kickstarter pour récupérer de l'argent. Ça marche bien d'ailleurs, 76 000 $ à ce jour sur les 100 000 espérés. Regardez ce que c'est Flag, on en met quelques secondes en anglais et vous allez comprendre. My name is Sam, and this is my good friend Adam. We literally just met today, but okay. You could print your own photos at home, but that's a hassle to get right, and printer ink costs $50,000 a gallon. So expensive. You could use one of those online photo printing services, but they're expensive too, and the quality is a crapshoot.
That's why I created Flag. This is how it works. In the app, select 20 images from your camera or favorite social network. That's nice. When you've selected your photos, tap print, and that's it. In a couple of days, you receive a pack of 20 4x6 photos printed at museum quality on 220 gram heavyweight photo paper. Bon, en clair, on va prendre 20 photos sur son téléphone, c'est à peu près ça, Ilan, 20 photos par mois, je crois bien, et regardez, free. C'est qu'ils vont vous faire tout simplement de l'impression gratuite d'une vingtaine de photos par mois, ce qui peut représenter quand même 250 photos par an, si j'ai tout bien compris, gratuitement, que vous envoyez depuis votre téléphone, et même le transport, la livraison sont gratuits. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Regardez, ils mettent les lunettes, ils vont vous révéler pourquoi ils arrivent à faire ça, c'est tout bête, il suffit de regarder ce qui se passe derrière, on l'a pas vu, tant pis. Ça c'est le suspense de la vidéo. En fait derrière, poum, advertising. Tout simplement, ils vont mettre de la publicité sur des photos imprimées, c'est la première fois que ça existe ce genre de modèle. Regardez, voilà. C'est génial parce que franchement tu t'en fous de la pub qu'il y a derrière les photos. Bah oui, très clairement. Ouais. Voilà, donc, le problème, c'est que, à mon avis, les annonceurs aussi ont bien compris que tout le monde se fout de la pub qu'il y a derrière les photos. Donc, je sais pas comment ça va fonctionner. Là. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les animaux. Il y a toute une batterie d'app aujourd'hui qui te permet d'imprimer tes photos mobiles, plus ou moins bien. Il y a une app, la dernière fois que j'ai testé, qui s'appelle Mosaic, dans le même style, qui est superbe, qui te fait un photobook qui coûte $20. Et tu as une cinquantaine de photos dedans, c'est magnifique, c'est hyper simple depuis l'appli iPhone. Donc il y a pas mal d'innovations là-dedans, mais Flag, clairement, c'est, je trouve, une idée de génie. Après, on va voir, à mon avis, comme tu le dis, les annonceurs seront pas forcément super excités pour avoir leur logo derrière les photos, sauf si vraiment c'est un gros succès, il y a beaucoup de volume, et que voilà, c'est de l'impression, quoi. Enfin, là, il y a quand même deux idées de génie dans le truc. Il y a la première idée de génie qui est de se dire on va faire des photos gratuites depuis les téléphones, ça va être simple, on va les livrer directement aux gens et on met de la pub derrière. C'est vrai qu'il fallait y penser. Il faut encore valider le système, mais ça devrait pouvoir fonctionner. Puis l'autre idée de génie quand même, c'est de ramasser de l'argent là-dessus sur Kickstarter quand même pour démarrer. Il n'y a absolument aucun développeur à faire là-dessus. De la pub pure. Il suffit d'acheter une imprimante, un double face et de envoyer le service. Il n'y a vraiment pas de briques technologiques comme souvent chez Kickstarter. Ce sont des petits malins quand même. Hein. Oh, ils sont pas cons. Non, mais bon, c'est à la mode maintenant. Il y a beaucoup d'apps qui lèvent de l'argent sur Kickstarter. C'est beaucoup plus fréquent. Il paraît que je coupe mon micro de façon intempestive régulièrement. Il faut quand même que je fasse attention. Ça peut servir d'avoir un micro pour continuer à faire cette émission où on retrouvera, je vous rappelle, dans un instant, mon échelle et Zootis, qui vont d'ailleurs nous donner leur avis sur les différents sujets qu'on a abordés dans un instant, juste après que tu nous parles de Warby Parker. Warby Parker, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, certainement pas d'ailleurs comme ça aux États-Unis. Et là, on est dans le domaine des lunettes, et ils sont en train d'être légèrement disruptifs sur le secteur, les garçons là. Alors eux, ils ont créé un modèle qui est aussi... c'est plus qu'une idée de génie parce qu'il y a beaucoup d'exécutions derrière qui sont très difficiles. Mais ils ont créé une nouvelle marque de lunettes déjà, créé leur propre modèle de lunettes très hipster, voilà, comme on peut le voir sur les images. Et donc des lunettes très jolies, qualité pas top. Alors il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est pas cher du tout. $95, je crois. Ouais. Voilà, pour moins de $100, tu as une paire de lunettes de vue avec les verres, etc. Donc vraiment pas cher du tout. Et deuxièmement, ce qu'ils font, c'est que pour chaque lunette achetée, tu as une lunette offerte en fait à des personnes démunies. Ah oui. Donc super concept en plus. Un concept qui existe déjà en France. J'oublie carrément le nom de la startup qui a lancé ça, mais c'est Jimmy Fairley, mais bon ils ont clairement. Je pense qu'ils l'ont assez bien fait, mais ils ont clairement pris le modèle de Warby Parker qui existe depuis plusieurs années ici. Mais je crois que ça marche bien aussi, Jimmy Fairley en France. Donc voilà, et alors ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà c'est un modèle qui cartonne aux États-Unis, Warby Parker. Ils ont créé une première boutique à New York, à Soho, donc quartier super branché. Ils ont une superbe boutique où tu peux venir essayer les lunettes et les acheter sur place. Et sinon, online, ce qui est très sympa, c'est que tu as un mode qui s'appelle Try On. Et en fait, tu choisis plein de lunettes que tu as envie d'essayer. Ils te les envoient gratuitement chez toi. Tu les essayes, tu choisis celle que tu veux et ensuite tu payes en ligne et ils te renvoient tes lunettes avec la bonne prescription, etc. Donc
d'une simplicité vraiment déconcertante. Il y a un site qui s'appelle eView en France, qui d'ailleurs est à Grenoble. eView et qui fait une espèce de mix entre le fait qu'ils soient eux-mêmes d'ailleurs des marchands de lunettes. Quand on va chez eux, il y a carrément tout le matériel de chez un opticien. Ils ont 10 000 paires de lunettes et en fait ils livrent tout simplement les choix des personnes qui ont été faits sur le site. Ils les livrent chez des opticiens partenaires. On vient essayer ces lunettes dans un vrai magasin physique. L'opticien est payé pour ça évidemment. C'est plutôt sympa. Ils vérifient les lunettes et on s'aperçoit qu'en fait les opticiens qui pourraient avoir la tentation de vendre leurs propres lunettes plutôt que celles qui ont été proposées par eView doivent essayer, mais en même temps ça marche pas tellement puisque globalement 80% du temps les gens repartent et achètent les lunettes qu'ils ont choisies sur le site en fait, mais le côté opticien physique reste présent. C'est un modèle qui est vraiment un modèle mix entre le web et le commerce physique, qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Et je sais pas s'il y a d'équivalent aux États-Unis. C'est plus complexe à mettre en place aux États-Unis évidemment, avec la grandeur du territoire. Et eView en France a quelque chose comme 500 opticiens partenaires, ce qui est déjà pas mal. On en trouve dans toutes les villes et on peut les essayer. En face de ça, il y a évidemment tous les modèles à la Sensi qui veulent faire du pure player, tout simplement des lunettes, et casser complètement le marché, aller sur des prix très très bas, ce qui est aussi un modèle, celui de Marc Simoncini. Mais eView ne choisit pas le prix, ils choisissent le service. Et ça peut être peut-être dans cet entre-deux que se joue le futur de la vente de lunettes en ligne. On verra en tout cas. Ça a l'air intéressant. En tout cas, il y a des expériences comme ça qui se mènent, qui sont intéressantes. Est-ce que vous en pensez d'ailleurs, mon échelle, Christian et Philippe, vous pensez de ces sites de lunettes ou globalement de ce qu'a raconté Ilan? Alors, sur les lunettes en soi, c'est vrai que c'est un marché qui... il y a beaucoup d'acteurs qu'on voit qui apparaissent sur ce marché parce qu'il est en train de s'éclater entre le monopole des opticiens qui va tomber, enfin pas des opticiens, ceux qui contrôlent la vue, qui s'appellent des ophtalmos. Exactement, des ophtalmos qui va casser, etc. Donc c'est un marché où tout le monde se met, donc c'est très intéressant de voir ça. Aux États-Unis, ils sont carrément 10 ans ou 15 ans en avance dessus parce que ce monopole a sauté depuis un bon bout de temps. Mais c'est un marché qui, comme beaucoup de marchés en France, a besoin de plus aller vers l'innovation. Et surtout que la bataille des prix, il faut qu'elle se fasse également au niveau des fabricants, parce qu'aujourd'hui il y a des monopoles immenses et il y a tout à faire sur ce marché-là. Oui. On s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas que la bataille des prix qui compte. Évidemment, les prix sont absolument exagérés chez les opticiens traditionnels, tout le monde est d'accord pour le dire aujourd'hui, avec des marges absolument colossales, mais c'est pas simplement casser les prix et les casser totalement qui fait qu'on arrive à monter un service. Il faut avoir aussi du relationnel derrière. Non, il y a quand même cette première étape qui est importante en France, où on a vraiment ce tropisme d'avoir tout ce qui est dentaire et paramédical extrêmement cher et qui est tenu par 2-3 constructeurs mondiaux qui tiennent vraiment ce marché-là. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'on peut faire un parallèle entre ce marché et le marché du bricolage, je suis sûr qu'on y viendra plus tard, en parlant d'un changement des modes de consommation, parce que c'est exactement ça qui est en train de se produire dans le bricolage. Et vous êtes bon, vous faites la transition gratuitement, c'est bien. On va pouvoir faire le lien justement entre ce qui est disruptif dans ce marché des lunettes et ce qui est disruptif dans le marché du bricolage et du jardinage. Vous œuvrez avec monéchelle.fr. Laurent Faber de The Tease, vous avez un mot à dire là sur ce qui s'est dit du côté de Palo Alto ou pas? Vous avez une réaction? Concernant les lunettes, moi je suis de toute façon du côté des commerçants aussi, même si en face il y a échelle.com, mais je voudrais pas voir disparaître non plus complètement. Attendez, vous permettez, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous aussi, bienvenue au club. Effectivement, moi je préfère aller en magasin me faire mes lunettes, donc avoir moi aussi, me faire arnaquer en magasin, j'apprécie de moins en moins quand même aussi. Effectivement, je préfère ce marché-là, quoi. Maintenant, effectivement, en termes de prix, je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait que les commerces de proximité jouent, et c'est bien le fait que l'e-commerce vienne aussi fait remuer les choses pour une vision à la baisse des tarifs des optiques. Bon, un rapide sondage sur des Français montre que sur 5 personnes, donc il y en a donc 3 qui portent des lunettes, et que celui qui vient de parler de lunettes à Palo Alto n'en porte pas. Ilan, un petit dernier mot sur quelque chose ou pas? J'ai des lentilles, moi. C'est vrai? Ah, ouais. T'es un tricheur, toi. Sensi ou un système équivalent, non? Acheté en ligne ou dans un magasin? Bah écoute, une petite confidence, mon père est ophtalmo, donc ah oui, évidemment ça peut aider. Voilà, j'ai pas besoin d'aller sur Sensi. Ah, donc tu les payes au prix coûtant, c'est-à-dire 40 €.
Voilà, exactement. Ouais. À peu près. C'est à peu près ça. Bon, il n'y a rien de particulier qui s'est passé là. Par exemple, un truc, je sais pas, qui se passerait dans un immense stade où il y aurait des publicités, il y aurait des records de tweets aux États-Unis. Enfin, je sais pas, un truc genre de super machin truc là, non? Ouais, bah justement, cette année, il y a eu, je crois, 3% de tweets en plus que l'année dernière, donc pas une explosion, hein, parce que le match était vraiment pourri, quoi. Tout le monde s'est accordé à dire que c'était vraiment un match de très très basse qualité, et donc ça veut dire qu'il en existe des bons. Je n'avais pas remarqué, moi. Enfin bon, moi je suis pas un fan de football américain, mais bon, le Super Bowl, ça se regarde. C'est un show, quoi. Ouais. En tout cas, il y a eu des opérations qui se sont faites une fois de plus, comme d'habitude, avec des grosses OP de publicité. Et sur Twitter, on a quand même arrivé à des 500 000 tweets sur la minute, enfin des choses quand même qui étaient absolument délirantes. Donc c'est vraiment le second écran là aux États-Unis, il a sa fête annuelle, c'est le Super Bowl de plus en plus, hein, vraiment. Ouais. Bon, bah tu restes avec nous, ou à moins que tu aies une réunion urgente là-bas. Oui, non, je suis là. Alors on va essayer de faire raconter à mon échelle, juste après un petit jingle, pourquoi ils sont aussi disruptifs avec le bricolage que l'est par exemple Warby Parker avec les lunettes. À tout de suite. Ah tiens, pour présenter mon échelle aussi, on a aussi une petite vidéo qui est pas mal. Hein. Vous êtes amusés, Christian et Philippe, à faire une petite vidéo. Il n'y a pas de raison. Il y a assez peu de gens en France qui en font, et en plus avec de l'humour, pour qu'on ne la regarde pas. Donc on va s'offrir ça pendant quelques secondes, et puis on revient juste après. Bonjour, moi c'est Christian. Je suis le fondateur de monéchelle.com. Bonjour, moi c'est Philippe. Je suis le fondateur de monéchelle.com. Sur monéchelle.com, vous trouverez tout sur le bricolage. C'est génial, Philippe! Nous vous avons dégoté plus de 100 000 produits pour bricoler et jardiner. Sur monéchelle.com, nous avons rassemblé le plus grand catalogue en ligne de produits de bricolage. Des clous, des vis, des pinceaux, des outils, de la colle, du papier de verre. Mais nous n'avons pas que du bricolage. Nous avons aussi des milliers d'articles pour la maison. Des robinets, du parquet, du mastic, du papier peint, des luminaires. Et des produits pour votre jardin. Des pelles, des râteaux, des tondeuses. C'est pas génial ça? C'est génial, Philippe. Maintenant, vous savez que sur monéchelle.com, vous ferez de bonnes affaires. Que nos livraisons sont rapides Et des délais respectés. Nous vous conseillons sur le choix de vos produits. Et vos paiements sont sécurisés. Alors, convaincu? Voilà, monéchelle.com. Sympa. Christian et Philippe, vous êtes avec nous? Oh tiens, une apparition. Alors ça c'est quand même une vraie apparition parce que ça fait 12 émissions où vous voyez au générique animé par Bertrand Lenôtre et Benjamin Vincent. Benjamin est toujours derrière la vitre. Je suis bien content. Salut Bertrand. Que tu viennes enfin nous rejoindre. Je vous signale que toute l'émission en direct est pilotée depuis cette tablette. En fait, directement la régie, voilà, c'est ça. Vas-y, fais un autre effet parce qu'on ne te croit pas là. Ben, on va te voir par exemple. Voilà. Et si j'appuie sur un bouton par exemple lequel, Ah non, non, tu vas faire. Non. Tu vas tout faire sauter. Je vais tout faire. Ça va marcher. C'est bien, pour une fois je peux dire bonjour à Ilan. Salut Ilan. Salut Benjamin. Bon, on aura l'occasion tous ceux qui sont là. On va parler de Fleur Pellerin dans un instant. T'es installé, t'es en place. Pour l'instant, tu fais vraiment tu fais de la bidouille régie pendant qu'on discute avec Philippe et Christian. Est-ce qu'ils sont là? Tu peux nous Alors, regarde, ils sont là normalement, regarde. Ils sont tous là. Voilà, ils sont là. Ça vous a plu le petit tour de passe-passe avec l'homme qui fait de la régie et qui se retrouve devant. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut avoir l'idée très sincèrement d'aller vendre des clous, des vis et des marteaux sur Internet? Et vous avez lancé ça en 2012. Qu'est-ce qui vous a pris à l'un et à l'autre? Et quel constat vous avez eu au départ? Parce que je pense que vous êtes deux petits malins pour vous dire il y a quelque chose à faire sur le net qui n'a pas été fait encore. D'accord. Le concept est très simple, comme dans tout entrepreneur. Il manquait un manque existentiel. Existentiel. Exactement. Les clous et les vis sont existentiels. Nous étions des bricoleurs. Nous voulions également trouver
trouver plus de produits que ce qu'on nous proposait chez Leroy Merlin. On voulait avoir des prix plus compétitifs et on voulait pouvoir commander quand on veut, tout simplement au fond de notre salon. Et cette offre n'existait pas, enfin, était embryonnaire et n'existe, grâce à nous elle commence à exister, mais c'était tellement un vrai challenge de trouver des bons produits moins chers et un large choix sur le net. Et donc c'est ce constat-là assez simple qui nous a fait dire qu'il y avait un vrai manque en France, puisque le constat en Europe et aux États-Unis était un petit peu différent, mais en France, il y avait ce manque d'offres de produits de bricolage et de jardinage en ligne. Pour être très concret, le taux de pénétration en ligne de ces produits-là sont environ de 1%, alors que dans le reste de l'Europe, on est plutôt à 3 ou 4% et à 6% aux États-Unis. Voilà, il y a des pure players du bricolage qui existent déjà aux États-Unis depuis assez longtemps ou pas? Alors des pure players, c'est souvent il y a Amazon qui vend du bricolage qui revend très très bien aux États-Unis, qui prend une bonne part là-bas. Il y a surtout beaucoup de cross-canal avec des grandes chaînes de magasins qui ont une grosse activité internet et qui vendent également dans leur magasin physique. Un petit exemple, le marché du bricolage, du carrelage en Grande-Bretagne. 10% se fait sur Internet, alors qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun business qui se fait sur Internet sur le carrelage en France. Voilà. Mais quand on rentre dans un magasin de bricolage, on voit d'abord des surfaces qui sont absolument colossales. On s'aperçoit que le bricolage, c'est quand même des trucs qui sont plutôt en ferraille, en acier, c'est lourd, c'est volumineux. Donc on se dit, c'est exactement le genre de produit qui ne cadre pas avec la vitesse et les stocks du e-commerce. Mais vous avez prouvé le contraire. En fait, vous vous êtes dit non, on peut avoir une vraie gamme et une gamme plus importante que celle des magasins en plus. Vous avez un hangar de quelle taille? Vous avez combien de références actuellement? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous, on n'a pas de stock puisqu'on a une place de marché. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment l'intermédiaire, comme un Price Minister, comme un eBay, comme la place de marché d'Amazon, entre des commerçants d'une part et des clients de l'autre. Alors, vous avez raison, Bertrand, de dire qu'il y a énormément de stock dans un Leroy Merlin. C'est grand. C'est une des choses qui nous irrite avec Christian, c'est que quand on y va, on perd une demi-heure à l'aller, une demi-heure pour trouver un vendeur et une demi-heure à la caisse. Alors, une demi-heure pour trouver un vendeur, c'est même pas beaucoup. On a de la chance, on sait où il... Je suis pas d'accord avec vous. Hein. Chez Leroy Merlin, on trouve un vendeur assez facilement. Et celui qui vous dit ça a entièrement fait le studio de ce petit bras musclé, donc il sait de quoi il parle. Non, j'y suis allé, je parle d'expérience, c'est sûr. Pardon les amis, on voulait pas vous interrompre. Non, du tout. Mais si vous voulez, oui, un Leroy Merlin a en moyenne 40 000 références. Un Castorama, c'est à peu près pareil. Nous en proposons aujourd'hui 70 000, 200 000 à la fin de l'année. Notre objectif est d'avoir beaucoup plus de choix, beaucoup plus de stock. Et ceux qui vendent chez vous, alors donc les commerçants réels qui vont utiliser votre place de marché sont qui? Est-ce que ce sont ces grandes enseignes-là? Est-ce que ce sont des magasins de proximité pour certains? Comment ça se passe? Alors, on a de tout. On a la première génération des marchands qui sont venus sur mon échelle, sont été plutôt des spécialistes B2B qu'on a aidés à aller vers une clientèle plutôt B2C. Donc, ce sont des gens qui avaient déjà une activité Internet vers leur réseau professionnel et qui sont venus vendre donc plutôt pour des particuliers. Ensuite, on a une deuxième génération de vendeurs qu'on était chercher plutôt à l'étranger. On a par exemple des vendeurs allemands spécialisés dans la robinetterie, etc., dans le sanitaire, qu'on va chercher également en Grande-Bretagne. Maintenant, on attaque l'Italie. L'objectif, c'est d'aller chercher à la source des meilleurs marchands au meilleur prix et les vendre en France. On a par exemple un écart de prix à peu près de 40 à 50% entre un Leroy Merlin ou un Castorama classique sur des articles de robinetterie les plus connus au monde. Voilà. Vous nous expliquez donc que comme pour les lunettes, il y a des marges qui sont parfois importantes. Sur les lunettes, elles sont peut-être indécentes parfois, mais sur le bricolage, c'est des marges de cet ordre-là qui peuvent être jouées sur le net. Ouais, alors les marges sont jamais indécentes ou jamais. S'il y a un service à la clé, s'il y a véritablement une aide pour le bricoleur, un service de choix ou de mise en œuvre des produits, pourquoi pas? Il peut y avoir de la place pour des grosses marges. En revanche, pour des produits assez basiques et simples de mise en place, oui, il peut y avoir des écarts de prix qui sont extrêmement importants. Ouais. Ilan, est-ce que tu repères aux États-Unis un site, par exemple, qui serait spécialisé là-dedans dans le bricolage? Parce que les Américains aussi bricolent énormément. C'est qu'une durée de vie d'une maison là-bas, c'est pas très très longtemps, beaucoup moins qu'en France, beaucoup de bois.
Est-ce qu'il y a un magasin ou est-ce qu'il y a, en dehors d'Amazon, quelqu'un qui a réussi à se positionner sur le secteur que tu identifies? Online, comme il le disait, aujourd'hui, ils sont très très avancés, les grosses chaînes américaines. Il y a Home Depot, je pense à Home Depot en particulier, Bien sûr, qui est un peu l'équivalent de Leroy Merlin. Online, ils ont une présence incroyable. Et entre eux et Amazon, honnêtement, je sais même pas s'il y a de la place pour un spécialiste, quoi, parce que tu as tout ce que tu veux, quoi. Donc c'est un peu différent. Vous allez lever de l'argent, donc 150 000 euros, c'est ce que vous venez de lever tous les deux. Pour faire quoi précisément, Philippe et Christian? Alors, ce sont 150 000 qui complètent les 500 000 qu'on a levés ces derniers mois. L'objectif étant de développer la société assez rapidement pour prendre des parts de marché à un moment où on voit que le marché est en train de changer, que les habitudes sont en train d'évoluer, que les gens commencent à se tourner vers Internet, pas seulement pour les chaussures, les habits et les biens culturels, mais aussi pour le bricolage. Et d'après nous, il y a un défaut d'offre sur ce marché. Donc, les fonds levés vont servir à recruter une équipe, développer le site et surtout mettre en place un conseil efficace par Internet. Vous êtes combien actuellement dans l'équipe? Pardon? 12 personnes, nous sommes 12 personnes. 12 personnes, pardon, j'avais pas du tout entendu. Vous êtes assis sur un marché de 23,3 milliards d'euros en 2013. Hein, ça fait rêver, ça, quand même. Hein. Ça, c'est la partie bricolage. Et il y a le jardinage en plus, ouais. Voilà, donc on arrive à un chiffre tout rond de 30 milliards d'euros sur ce marché-là. C'est un des premiers postes de dépenses des Français en biens de consommation. Le premier poste de dépenses. Ah bah, bricolage, jardinage, là je pense que vous tapez au cœur de ce qui fait. Et en plus, ce sont des budgets, je crois, qui ne sont pas tellement affectés par la crise. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que les Français, en tout cas notamment sur le jardinage, consacrent toujours de l'argent et une part non négligeable à ces budgets-là. Ça n'est pas trop affecté, c'est vrai ou pas? C'est relativement vrai. C'est un marché qui est très résilient, surtout pour le marché B2C. Alors, il varie de 3 à 4% par an, parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Mais en moyenne, les dépenses par foyer d'un peu plus de 1 000 euros en bricolage et jardinage par foyer et par an en France. Et si ça diminue de 20 ou 30 euros par an, c'est un maximum. Et il faut comprendre que la part du marché du bricolage et du jardinage online, lui, est en croissance de 35 à 40% par an depuis 2-3 ans. Dixit Serfi. Donc, c'est un marché qui est extrêmement dynamique sur la partie online. Est-ce qu'on parle déjà du e-bricolage, du e-jardinage? Vous employez ces termes-là, j'imagine, oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, on n'emploie pas ces termes-là. Ce qui est important, c'est que ça revient un peu à la première question que vous posiez, mais est-ce qu'on peut, pour des matériaux qui sont assez lourds, etc., est-ce que ça peut voyager? C'est notamment la question qu'on se posait au départ de mon échelle, est-ce qu'on va pouvoir vendre des échelles? Est-ce qu'on va pouvoir vendre des baignoires, des choses comme ça? Eh bien oui, on peut le faire. Et tous les jours, on est surpris de vendre des échafaudages de 5 mètres de hauteur, etc. Donc la logistique en France, il y a des commerçants dans l'Assemblée donc ils vont pouvoir en parler. C'est plutôt compliqué, mais on arrive tout de même à faire venir des gros éléments partout en France, même faire venir d'Europe des éléments importants, et ça fonctionne bien. Donc c'était un des freins qu'on avait perçu au départ, mais finalement on peut dire qu'il a sauté pour ce qui est logistique. Mais le terme de e-bricolage, de e-jardinage, du jardinage connecté, je ne sais pas. Oui, avec une application. Non, mais c'est autre chose, oui. Le jardinage connecté, on tient compte de la pluie et du beau temps avec une application. Quand même, je me demandais, pour commander ces outils sur Internet, il faut être très bon bricoleur, parce que moi qui suis nul... C'est pas faux, ça, comment on j'ai besoin d'aller en rayon pour toucher Enfin, pas forcément pour toucher, pour qu'on m'explique. Pour ne pas trouver l'objet qu'on cherche, voilà, parce qu'évidemment, il n'y a jamais le bon diamètre, donc c'est pas évident quand même, ça. C'est vrai que... Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a des freins comme ça qui sont liés au fait qu'il y a des quantités industrielles de produits identiques avec des... il faut carrément venir avec son pied à coulisses, là, je sais même plus comment ça s'appelle, pour calculer les microns. Là, c'est ça, hein. Bien Bertrand, bien. Vous avez entièrement raison. L'achat bricolage est effectivement un achat qui est assez anxiogène, parce que ce sont des achats de produits techniques que les gens ne manipulent pas tous les jours. Et autant un pantalon, si on vous demande votre taille, vous saurez à peu près le dire. Autant un diamètre on va espérer. Autant un diamètre pour l'évacuation de votre robinet. Oui, ça c'est raté. C'est évident. Ouais. Et donc, c'est là où le conseil rentre en jeu. Nous avons un triptyque chez Mon Échelle qui est le prix, le choix et le conseil. Le prix, on en a parlé, c'est vraiment le plus bas. Le choix, évidemment, c'est 3 à 4 fois ce que l'on trouve
dans une grande surface de bricolage, puisque nous, notre objectif, c'est de dire aux personnes qui font de la restauration, de la rénovation, qui font leur propre projet, vous trouverez sur mon échelle tout ce que vous cherchez. Et le troisième axe, c'est le conseil. Et le conseil, c'est justement guider l'internaute par un call center technique et spécialisé qu'on peut appeler toute la journée, des questions écrites sur les produits et des filtres d'aide au choix. Donc vous avez eu un bon lot de boom, de splash, de pouf, d'onomatopées très BD sur le site, ce qui est plutôt sympa. Franchement, ça change un petit peu, ça fait de la c'est couleur. Fun. Ouais. Ça donne du courage. ça donne du courage. Tiens, vous restez avec nous, parce qu'on va parler un tout petit peu des vœux de Fleur Pellerin, puisqu'il a réussi à nous rejoindre, Benjamin Vassin. C'était il y a quelques jours à peine. Fleur Pellerin c'était la semaine dernière. Qui présentait ses vœux à la French Tech. Alors la French Tech, c'est un peu le terme qu'elle a inventé, qu'elle est en train de promouvoir partout. La French Tech, on a bien compris, ce sont ces sociétés qui ont une dimension un peu technologique, qui sont high-tech françaises et qui ont une dimension, une volonté et une potentialité de se développer à l'international. Et justement, elle va nous l'expliquer dans un instant, Fleur Pellerin. C'est vrai, parce que je vais pas le faire à sa place. Elle va nous dire pourquoi French Tech et de quelle manière c'est en train de prendre, mais je voulais juste partager avec vous quelques images que j'ai effectivement faites la semaine dernière. Donc ça se passait à Bercy. Rendez-vous 19h30. Il y avait beaucoup de monde. C'est Bercy, ça, on dirait Rivoli. Alors c'est l'entrée de Bercy, mais côté VIP un peu. Énormément de monde à l'entrée. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça a commencé en retard, avec beaucoup de retard. 53 minutes de retard. Wow. Moscovici la veille, je crois que c'était 40 et quelques minutes de retard. Donc Fleur Pellerin a fait mieux ou pire. C'est selon. Donc ça a commencé je dis une bêtise, c'était à 18h30 et ça a commencé quasiment à 19h30. J'avais une heure d'avance. Voilà, la salle était en train de se remplir. Donc la ministre est arrivée, vous voyez, en noir et rose. Voilà, elle a parlé une petite vingtaine de minutes. Elle s'est applaudie aussi. Alors, c'est pas elle qui a applaudi. Là, en l'occurrence, au moment où elle applaudit, où la salle applaudit, c'est parce que en fait, elle rappelle les grands succès français. En matière de levée de fonds à l'international. Et c'est vrai qu'on parlait en centaines de millions de dollars. Donc, je pense qu'il y a toujours question de Critéo, de boîtes comme ça aussi. Exactement. Donc il y avait énormément de monde. Alors je pense que si tu avais été là, Bertrand, il y aurait sans doute eu je ne pas, j'avais piscine, moi. Tu avais piscine. Il y avait sans doute plein de visages que tu aurais reconnus. Pour moi, il y avait quand même beaucoup d'inconnus. Très peu de figures, on va dire, du web, de l'internet. Et la net économie, on va dire, la plus visible, celle que connaît le grand public. Pour autant, il y avait sans doute beaucoup d'investisseurs dans la salle. Et tu le sais, il y a une sorte d'emblème qui maintenant réunit tout le monde, qui est sur mon ordi, tu vois, là, l'autocollant, là. J'en ai un pour toi, regardez, vous le voyez. Vous le voyez pas en très gros, mais vous le voyez. I love French Tech. Avec un coq. Tu en parlais. C'est le logo que Fleur Pellerin a dévoilé justement la semaine dernière. Ça, franchement, c'est pas top. Alors, un coq rose en origami. Oui. Certains disent que ça leur rappelle la couleur du papier toilette. Voilà, bon, bon. Il est pas si moche que ça. L'important, c'est quand même cette bannière qui réunit un peu tout l'écosystème et qui commence à avoir une résonance. Mais ça marche bien. C'est le terme répond vraiment à une demande entre guillemets de qualifier toute une nouvelle zone en fait aujourd'hui de gens qui sont, je crois, plus dans le web des services, mais dans le web connecté des produits par exemple, des objets connectés. De la recherche où il y a une dynamique technologique, où il y a des briques techno. Voilà. Et c'est ces gens-là qui sont dans French Tech. Et c'est cette appellation qui permet de désigner cette touche française, ce savoir-faire. Paraît-il, on est les seuls à avoir. Alors ça reste à démontrer. Mais au CES, en tout cas, ça s'est montré en partie à Las Vegas. Absolument. En tout cas, pas les seuls. Mais les Françaises sont bien illustrées. Alors la French Tech, pourquoi et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose d'écouter ce que Fleur Pellerin a dit justement au moment de ses vœux la semaine dernière. On a eu des séances de brainstorming nombreuses au cabinet. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été sollicités aussi pour se creuser le cerveau et trouver quelque chose qui soit à la fois fédérateur, compréhensible à l'international, un nom auquel tout le monde puisse s'identifier, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises,
les innovateurs, les designers. Et finalement, je suis très contente parce que je trouve que ça fonctionne, ça marche bien. Je vois de plus en plus de gens qui commencent à mettre French Tech dans leur signature, y compris professionnelle. Et donc, je crois que c'est vraiment un élément de fédérateur qui fonctionne très bien et qui va nous permettre de construire ensemble ce qu'est cette French Tech. Et ensemble, je le pense, nous allons vraiment positionner la France, la French Tech, sur la carte des nations agiles et innovantes en soutenant la croissance et le rayonnement de nos startups. Donc vive la French Tech République, vive la Startup République, vive la French Tech, vive la France. Merci à tous et très bonne année 2014. Sur Rose, voilà, beaucoup d'applaudissements. Alors, il y a eu pas mal de critiques aussi, peut-être que tu vas vouloir en dire un mot, Bertrand, mais il faut quand même préciser une chose, c'est que moi, j'avais pas souvent vu, on va dire, une ministre de la République, comme ça, à la fin d'une manifestation un peu officielle, avoir autant de succès avec les gens présents. Elle s'est fait prendre en photo, enfin, il y avait une vraie attraction autour d'elle et j'ai eu l'impression qu'au-delà des clivages politiques, on va dire cet effort en tout cas qu'elle entreprend autour de l'économie connectée française commence à avoir un écho et voilà, il y a sans doute des ministres qui sont un peu moins actifs qu'elle et je pense que les gens tout le monde a bien compris qu'elle mouillait la chemise, voilà. Très concrètement, voilà. Même si c'est une chemise rose, mais vraiment elle mouille la chemise, elle propose en permanence, elle occupe le terrain médiatique aussi énormément sur le secteur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'y a pas une semaine sans une sortie ou deux de Fleur Pellerin, qui sont des sorties qui sont relayées par les médias du secteur, donc c'est plutôt réussi pour elle mène bien sa barque. Même si certains peuvent lui reprocher de temps en temps de piocher à droite à gauche quelques idées. C'est vrai qu'il y a eu la petite polémique avec cette Falcon dont il est question, qu'elle veut créer en France. Il y a déjà une Falcon qui existe, qui a été créée entre autres par Roxane Varda, et qui a été créée chez Microsoft là-bas. Il n'y a pas de raison nécessairement d'en créer une deuxième si celle-là existe et qu'elle a grandi et qu'en plus Fleur Pellerin a déjà été invitée de cette conférence. C'est un peu dommage d'aller institutionnaliser quelque chose qui fonctionne déjà et qui a déjà été lancé, mais enfin ça c'est à chacun de juger. Enfin, en tout cas, voilà, on lui reconnaît au moins le mérite de se bouger, d'essayer de faire avancer les choses. Et tu sais qu'on parle beaucoup de remaniement ministériel. Voilà, notamment au CES, la plupart des entrepreneurs des Français qui étaient là-bas me disaient que c'est vrai qu'ils, de mémoire, il y avait jamais eu un ministre, on va dire, chargé de l'économie numérique qui s'était autant impliqué. Donc je pense que voilà. Tu veux des subventions, toi? Malgré les reproches qu'on peut lui faire sur ci et ça, voilà, très clairement, l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs. Bon, il paraît que j'ai confondu Roxane avec Agnès, hein, mais c'est des personnages de théâtre. Non, mais c'est pas Varda, c'est Varza, évidemment. J'ai pas fait attention à la consonne, tu vois. C'est la petite consonne qui a glissé comme ça. Ça va être la fatigue. Est-ce que on parle d'elle, Ilan, aux États-Unis un petit peu? Est-ce qu'elle a du retentissement? Alors évidemment, il y a 60 000 Français qui sont dans la Silicon Valley, hein, quelque chose comme ça. Donc ils connaissent Fleur Pellerin, mais est-ce que au-delà de ça, les Américains l'identifient un petit peu? Non. Ouais, ça c'est clair. Merci Ilan. Non, par contre, on a notre cher président qui vient nous voir la semaine prochaine. C'est vrai, tout seul d'ailleurs. Et donc, et là pour le coup, honnêtement, j'étais assez surpris de la réaction négative des Français ici, quoi. C'est incroyable. Personne n'a envie de le voir. S'il vient en scooter, ça fera l'événement. Hein. Ouais, justement, il va louer un scooter à l'aéroport. C'est ça. S'il traverse l'Atlantique en scooter, ça fera l'événement. Il n'est pas en odeur de sainteté en ce moment, enfin ça c'est un autre sujet, donc il n'y a pas de raison que le milieu des Français de la Silicon Valley le plébiscite plus que d'autres secteurs qui ne font pas un accueil absolument chaleureux en ce moment. Bon bah tu nous raconteras quand même ce qui s'est passé. T'es pas invité à un dîner, un repas, quelque chose comme ça là-bas? Non, je suis invité à la réception qu'il fait à San Francisco. Honnêtement, je sais même pas si je vais y aller. Oh, shame on you. Bon, bah écoute, bah oui, mais bon, 3 heures de bullshit, hein, c'est bon. Il y en a qui bossent, quoi. Il y en a qui non, mais on pourrait avoir un peu d'info people, quoi, tu vois. Un petit mot de Philippe et Christian rapidement sur Fleur Pellerin, ce qu'elle a dit là, sur la French Tech, ça vous parle ou pas? Est-ce que les vis et les clous que vous défendez online font partie de la French Tech selon vous? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le manager français, il s'exporte bien. Un mélange d'esprit cartésien
créatif latin, etc. Donc il fallait mettre un mot dessus. Fleur Pellerin a mis French Touch. Mais c'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi. C'est du bon marketing politique. Tout ce genre d'initiative est bonne à prendre, mais voilà. Oui, bon, enfin, ceci dit, on a pas mal réussi la French Touch en matière de musique, donc il n'y a pas de raison que le mot French Tech s'impose pas gentiment, d'autant qu'il y a énormément de Français, Ilan pourrait le confirmer, dans toutes les startups américaines notamment. Dès qu'on va là-bas, à des postes clés, notamment des postes techniques, on trouve énormément de Français qui sont des gens extrêmement clés de la Silicon Valley. Donc le web américain mise beaucoup sur l'intelligence et la formation notamment de développeurs français. C'est vrai ça, Ilan, hein? Ah ouais, ça c'est incroyable. Dans toutes les grosses startups de la vallée, tu as des Français. Quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que veut valoriser Tariq Krim, que j'ai croisé il y a quelques jours, qui est en train de mettre en place une plateforme qui va justement valoriser en fait tous ces anonymes entre guillemets qui sont pas les CEO, qui sont pas nécessairement mis en avant, mais qui sont les opérationnels un peu clés, notamment les développeurs stars français qui sont répartis dans l'ensemble des startups un peu partout, ce qui est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, Tariq, pour boucler la boucle, qui va remettre, ou qui a remis d'ailleurs ces jours-ci, son fameux rapport, on aura l'occasion d'en reparler, un peu général, à Fleur Pellerin, justement, qui lui avait commandé un rapport sur les nouveautés en matière de high-tech et de web. On parle de Zooteez. Zooteez, c'est un annuaire géolocalisé, guide d'achat local, c'est aussi un réseau social. Laurent Faber nous en avait dit un tout petit mot tout à l'heure. Rebonjour ou rebonsoir, Laurent. Oui, bonsoir. Alors Zooteez, je disais tout à l'heure que vous essayez de toucher un des grâles du solo-mot, on va le dire comme ça. Solo-mot, ça a été un mot qui était extrêmement à la mode il y a 2 ans, donc Social Local Mobile, c'est un peu ça, même si le vôtre de service n'est pas que mobile, il est aussi en ligne. Mais enfin, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver quelque chose qui soit de l'interaction entre la connexion du web et des téléphones et le commerce de proximité. Comment vous avez fait pour mettre en place ce service-là que vous allez déjà définir un petit peu au départ? Quel est son spectre d'activité? Oui, le principe est simple. Au départ, comme toute idée de service, il nous est arrivé à tous de nous demander où trouver un produit quand on cherche un produit. Ça, c'est clair. Que ce soit pour offrir à quelqu'un ou pour nous-mêmes. Et il nous arrive souvent de faire des kilomètres et des kilomètres, de chercher dans des magasins et des magasins, avant de trouver ne serait-ce que le produit, sans parler de prix, mais ne serait-ce que de trouver le produit que l'on cherche. Donc c'est sur cette idée de base en fait que l'on est parti. Pour rien vous cacher, moi je suis un ancien des annuaires, donc de chez Page Jaune. J'ai fait une partie de ma carrière chez Page Jaune et chez Scout à l'époque. Et effectivement, les professionnels, même commerçants, nous disaient c'est bien, à l'époque il y avait l'annuaire, aujourd'hui il y a les sites internet, mais comment moi je fais pour communiquer sur mes produits pour des magasins physiques, et jusqu'à présent il n'y avait pas forcément de solution technique qui le permettait de le faire. Donc c'est à partir de cette idée-là, plus effectivement aujourd'hui on ne peut pas monter un service sans penser aux réseaux sociaux et des échanges d'informations entre consommateurs, et c'est pour ça qu'on a vocation en fait à devenir aussi un service d'échange d'informations entre consommateurs, mais de façon géolocalisée. Donc il y a deux parties dans votre service, il y a vraiment une partie B2C et une partie B2B très concrètement, puisque ce sont les commerçants eux-mêmes localement que vous appelez à remplir leur base de données et à mettre à jour leurs informations aussi. Voilà, ils créent leur compte en fait sur Zooteez directement, et on a créé un système qui permet en fait en plus de pouvoir dupliquer des fiches produits et les communautariser pour les professionnels. Ça leur évite en fait de rentrer aussi des informations, et pour des petits commerçants, parce que moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de ne pas forcément voir disparaître tous les petits commerçants qui ont des produits intéressants, un peu high-tech, un peu artisanaux, enfin de ce qu'on cherche aujourd'hui en dehors un peu des circuits traditionnels. Pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément envie que dans 10 ans on soit tous habillés de la même façon, qu'on ait tous les mêmes accessoires et qu'on mange tous la même chose non plus. Donc ces petits commerçants en fait, il y a toujours encore et encore besoin de leur affirmer et de leur faire prendre conscience que le commerce, le digital est important pour eux. Oui, c'est pas encore gagné, c'est quand même un combat d'années et d'années. Ça fait 10 ans peut-être qu'on essaie d'expliquer, ou plus même, à ces petits commerçants qu'ils ont du business à faire avec ces services-là, mais c'est pas gagné. Hein. Oui, on sent bien quand même, à travers les chambres de commerce par exemple, ou les institutions, qu'il y a quand même une volonté aujourd'hui
d'expliquer que Facebook c'est important, qu'il faut qu'ils soient présents, qu'il faut qu'ils puissent communiquer avec leurs propres consommateurs. Et aujourd'hui, voilà, le service tel que Zootease le propose n'existait pas. Donc on s'axe de plus en plus aussi, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la partie web, mais la partie mobile est vraiment quelque chose qui nous intéresse et qui nous importe beaucoup plus, puisque on le voit aujourd'hui tous les jours dans la rue, quand on est dans une ville, tout le monde a son portable à la main et tout le monde... D'ailleurs, il y a peut-être pour nos amis de chez monéchelle.com des produits intéressants qui sont la protection contre les poteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'effectivement, on a tous aujourd'hui le mobile en main. Donc, la recherche d'informations produits et de se dire, tiens, d'abord, où est-ce que je peux le trouver à proximité? Parce que les chiffres le montrent, en fait, le consommateur, il consomme généralement à 30 km autour de lui. Donc, il y a la partie web, évidemment, que l'on propose aussi évidemment sur le site, puisque le petit commerçant, s'il a un site e-commerce, on donne le choix en fait au consommateur, soit de se déplacer en magasin pour acheter un produit, le toucher, avoir un avis, etc., soit de le commander en ligne si il estime qu'il n'a pas besoin de se déplacer dans le magasin. Donc c'est pas toujours simple à mettre en place ce genre de service, parce que est-ce que les commerçants locaux prennent vraiment le temps de remplir ces fiches-là? Parce que tous les services que je connais qui ont essayé de créer ce type de connexion-là entre le web et les commerçants locaux se sont parfois heurtés à cette difficulté, ce temps qui manque aux commerçants locaux pour tout simplement aller en ligne et mettre à jour leur base de données. Et parce que ça tient aussi sur le fait qu'à un moment précis, il faut que la base de données soit vraiment complètement à jour. C'est-à-dire que si on cherche un produit, qu'on fait 15 km pour aller chercher dans le magasin parce qu'il est noté qu'il est dans ce magasin-là, et s'il n'est plus en stock, évidemment, c'est très très mauvais pour le commerçant, là, pour le coup. Oui, et là, ça va lui poser tort à lui. Donc, c'est pour ça que la communauté des membres, en fait, joue le rôle de gendarme aussi. Puisqu'ils peuvent donner des avis, signaler des abus également. Et puis le commerçant, de toute façon, s'il ne met pas à jour ses produits et que nous, on reçoit des avis de consommateurs qui disent non, il n'y a pas les produits, c'est pas les bons tarifs, etc., les conditions générales de vente le permettent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux avis, enfin, on l'appelle et puis on lui signale une fois, deux fois, et s'il fait pas le jeu, à ce moment-là, il disparaîtra. D'accord. Et quel est le niveau de relations sociales qui existe entre les membres? J'ai pas complètement perçu la force du réseau social en fait à l'intérieur de Zootease. Oui, tout à fait. On est en train de le développer, effectivement, parce que le but c'est vraiment de pouvoir avoir un service aussi vraiment interactif entre les membres. Donc la partie mobile est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose de très intéressant, parce que quand je suis devant même un produit dans un magasin, je vais pouvoir l'envoyer en un clic à un de mes amis ou lui donner un avis. Donc c'est la partie mobile et qu'on va développer avec beaucoup plus de fonctionnalités de type mur, de type je prends un produit, je le mets sur mon mur, je le partage avec mes amis, etc., etc. Mais tout est axé de toute façon autour de notre consommation, de cette consommation-là. Christian et Philippe, ça vous donc parle c'est de la géolocalisation. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, il y a une dimension très intéressante dans ce que dit Laurent, et on le voit aussi chez nous, c'est que les premières personnes à acheter ou à venir sur mon échelle, c'était principalement, et ce sont encore principalement, des gens qui habitent en général en dehors des villes, un peu loin, et qui souhaitent économiser une demi-heure, 45 minutes de voiture aller puis retour, pour essayer de voir si jamais il y a le bon produit dans le Leroy Merlin, Castorama, etc., qui se trouve dans la grande ville la plus proche. Et c'est là où effectivement Internet, alors pour nous c'est Internet, mais Internet apporte une vraie réponse à ce genre de questions et évite et il permet un gain de temps appréciable. Justement, si on a la possibilité via des services comme Zootease de savoir que tel vis ou tel écrou est disponible dans l'Intermarché, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, le magasin de bricolage à 5 km, on n'a plus de raison de venir chez vous finalement. Ça peut être un danger pour pour vous, mon échelle, non? Ce genre de service. Le marché est 30 milliards, il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a de la place pour tout le monde, ça c'est vrai aussi. Moi, j'avais une question pour Laurent. Est-ce qu'il y a un avantage compétitif que cette application apporte à l'internaute, mais également aux commerçants? Est-ce qu'il peut mettre en avant ses produits? Où est le plus pour l'internaute? Pour l'internaute, c'est effectivement de ne pas devoir, comme on le disait tout à l'heure,
devoir faire tous les magasins, parce que vous êtes spécialisés, Christian et Philippe, sur la partie bricolage, mais Zouti, c'est un annuaire généraliste. Donc, vous cherchez un casque de moto ou un parfum Dior, vous allez pouvoir effectivement savoir à proximité où vous allez pouvoir le trouver, dans quel magasin à proximité. Donc, on est vraiment une marketplace dans le sens où on a d'un côté les consommateurs et de l'autre côté la partie professionnelle commerçant, où on match, on donne l'information de l'un à l'autre dans un but en fait de créer du trafic en magasin. Il ne faut pas oublier quand même que le web ne représente que, malgré tout, entre 12 et, suivant les chiffres, 12 et 15% du commerce général. Donc, et heureusement encore, les petits commerçants de proximité existent. En revanche, il faut qu'ils comprennent qu'effectivement, il faut qu'ils utilisent toute cette le digital pour pouvoir en fait exister et se faire connaître. La partie web est une partie supplémentaire, une couche supplémentaire. Mais pourquoi l'e-commerce s'est développé et pourquoi les commerçants justement, ils commencent à comprendre que pour exister, il faut qu'ils utilisent ces outils. Bon, c'est comme vous disiez tout à l'heure, Benjamin, c'est difficile à leur faire prendre conscience, mais ils commencent vraiment à le comprendre parce que on leur dit, leurs clients leur disent, pourquoi je vous ai pas trouvé sur le web, je vous ai pas trouvé, vous n'avez pas de site e-commerce, etc. Là, je dirais, c'est un peu la revanche. Enfin, l'idée, ça serait de faire prendre conscience aux commerçants de proximité qu'ils ont la possibilité effectivement de se battre face aussi à l'e-commerce entre guillemets, parce que faire venir un commerçant dans un magasin, à l'inverse de ce que vous pouvez trouver sur les sites web, c'est que la partie vente additionnelle les intéresse fortement. Donc vous allez trouver un produit. Je vais vous donner un... Il va falloir conclure, Laurent, parce qu'on arrive, il nous reste 30 secondes là, donc on va être obligé de conclure. On a bien compris. 10 secondes à Ilan, juste une réaction sur ce qui s'est dit, ou pas d'ailleurs, hein. Ou pas, peut-être. Alors, sur ce que vient d'expliquer un peu Laurent. 10 secondes. Hein. Moi, c'est un service que j'aimerais vraiment avoir aux États-Unis. Il y avait Milo. Qui faisaient la même chose, sauf que leur technique était un peu différente. Eux, ils faisaient des partenariats avec les grandes chaînes pour avoir leur listing de produits mis à jour en permanence. Et du coup, tu te connectais sur l'appli de Milo et à n'importe quel moment, tu peux trouver n'importe quel produit, qui est le gros challenge de ces services. Ouais, absolument. Si t'as pas une grande variété de produits, je pense pas que les gens reviennent. Donc c'est vraiment le truc à checker. Eh ben écoute, on va garder ça en matière de conclusion. On souhaite bonne chance en tout cas à Zouti dans son développement, Mon Échelle également, que ça se passe bien pour vous. Donc merci Laurent Faber, merci Philippe de Janville, Christian Resson d'avoir participé à cette émission. Merci Ilan. Merci. On se retrouve la prochaine fois évidemment avec Ilan depuis Palo-Alto. Et puis merci à Benjamin Vincent. Salut à tous. C'était Uppy numéro 12 que vous pouvez retrouver partout où on peut trouver de la vidéo normalement en replay et évidemment sur watch.tv, le hashtag uppy.tv. Salut à tous, à bientôt.